Bonjour à tous. Donc, on va parler du cas d'une femme de 75 ans gauchère à la retraite, aux antécédents chirurgicaux de prothèse totale de hanche bilatérale et aux antécédents neurologiques sous-cardégiques. Elle décrit une épaule gauche douloureuse depuis une quinzaine d'années, mais elle s'est acclimatée. En revanche, on note une franche aggravation des douleurs depuis un faux mouvement il y a 15 jours et elle n'a jamais eu de traitement particulier à l'épaule gauche dans ses douleurs. L'examen clinique montre une épaule raide et douloureuse à la mobilisation. Les mobilités sont les suivantes avec une antépulsion ou une élévation antérieure de l'épaule douloureuse de 100 degrés, donc franchement limitée, une rotation externe de 10 degrés quand elle a une rotation externe de l'autre côté de 70 degrés, alors qu'elle a une rotation interne également limitée à la fesse. L'examen clinique de la coiffe est difficile en raison des douleurs et de la raideur. Devant cette histoire clinique et l'examen clinique, donc la première question, quel diagnostic pouvons-nous évoquer? A, la rupture de coiffe, B, une omarthrose, arthrose gléno-humérale, C, une capsulite rétractile, D, une instabilité antérieure chronique ou E, une arthropathie acromioclaviculaire. Alors, Euh, la plupart ont répondu capsulite rétractile. Le diagnostic principal qu'on cherchait à évoquer devant ce tableau clinique, c'était surtout une omarthrose euh, compte tenu de l'histoire et de l'âge. L'histoire avec une évolution longue de douleur en faveur de l'arthrose. Elle a des antécédents de coxarthrose qui peuvent aussi mettre sur la piste. La capsulite, pourquoi pas, mais l'histoire clinique d'évolution longue était plutôt en défaveur. La rotation externe limitée et les mobilités limitées pouvaient faire évoquer ce diagnostic, mais on s'orientait surtout sur une omarthrose. Devant le tableau clinique, quel examen clinique on demande en première intention? Donc une échographie, une radiographie bilatérale et comparative, ou alors des examens en coupe, IRM scanner, ou encore un arthroscanner. Bon, tout le monde a répondu la radiographie des deux épaules. C'est important de faire des clichés comparatifs pour voir l'état de l'épaule contralatérale, même si elle n'est pas douloureuse. L'échographie, donc d'abord, oui, sur les radiographies, comme l'a dit tout à l'heure Elodie, il faut qu'elles soient en face dans trois rotations différentes pour mettre en évidence différentes possibilités d'ostéophyte en avant, en arrière, le pincement qui peut ne pas être le même, et bien sûr les diagnostics différentiels. L'échographie et les examens en coupe pourront être nécessaires, mais pas en première intention. Alors, la radiographie, elle ressemble à ça. Regardez-la bien, parce que c'est la question d'après, va vous être posée en fonction de cette radiographie. C'est une radiographie de l'épaule de face en rotation neutre. Le diagnostic est évident et c'est Elodie qui vous pose la question. Alors, quel est le diagnostic? S'agit-il d'une rupture de coiffe? Petit a, petit b, une omarthrose centrée, petit c, une omarthrose excentrée. Donc, l'omarthrose, c'est l'arthrose gléno-humérale, comme vous l'a dit Jonathan. Petit d, une capsulite rétractile. Petit e, une instabilité antérieure chronique. On va voir. Donc, la réponse, c'était bien une omarthrose centrée. Alors, pourquoi centrée? Donc, sur le cliché en haut, vous avez une omarthrose centrée. Donc, c'était la radiographie de la question. Et en bas à droite, vous avez une omarthrose excentrée. Donc, ces deux types d'omarthrose, donc d'arthrose gléno-humérale, partagent les signes d'arthrose communs, à savoir un pincement de l'interligne articulaire qui peut être plus ou moins important et diffus ou focal. Donc, en l'occurrence, on est plutôt sur des atteintes diffuses. La condensation en miroir des berges articulaires, plus ou moins associée à des géodes sous-chondrales. Les géodes, c'est des petits trous clairs sous-chondrales qu'on voit assez rarement quand même dans l'épaule. Plus souvent, c'est lorsqu'il y a une chondrocalcinose sous-jacente.
L'ostéophytose qui est le plus souvent inférieure, que ce soit donc typiquement sur la tête, c'est ce que vous montre Sébastien, et parfois on voit au niveau également du rebord inférieur. Et d'ailleurs, l'ostéophytose est souvent un signe assez précurseur avant même d'avoir le pincement de l'interligne articulaire, parce qu'on n'est pas sur une articulation portante. Ce qui va vous différencier l'homarthrose centrée de l'excentrée, c'est la préservation ou non de l'espace sous-acromial. Donc, ce que Sébastien vous montre, c'est l'espace sous-acromial, en haut qui est préservé, c'est-à-dire qui fait plus de 7 mm de hauteur, et en bas qui est donc totalement effacé, où on est vraiment sur une homarthrose excentrée, avec même une néo-articulation acromio-humérale, avec même un méplat de la tête humérale. Donc voilà, donc ce qui va vous faire la différence, c'est la hauteur de l'espace sous-acromial, et pour sensibiliser la recherche de la diminution de l'espace sous-acromial, il est important que le cliché de face en rotation neutre soit fait en position allongée. Alors, maintenant que vous avez fait le diagnostic, vous savez qu'il y a une homarthrose donc, qui est centrée. Quel examen complémentaire demandez-vous? Donc, demandez-vous une échographie, un scanner, une IRM, un arthroscanner ou un électromyogramme. Donc, la majorité a répondu l'arthroscanner, donc c'est vrai. C'est vrai, mais pas que. On peut avoir donc, les réponses pour commenter. Donc, le scanner simple aura pour but d'évaluer le stock osseux, c'est-à-dire l'usure de la glène. Sébastien va vous en parler sur les diapos suivantes. Ce qui va donner le capital osseux, donc la capacité d'ancrage de la pièce glénoïdienne, si toutefois il y avait donc un avenir chirurgical d'envisager. L'IRM ou l'arthroscanner vous permettront d'étudier donc, les tendons de la coiffe des rotateurs. Donc, l'échographie, c'est vrai, vous permet d'étudier les tendons de la coiffe, mais c'est vrai que dans un bilan un petit peu poussé, l'IRM et l'arthroscanner vont vous faire un bilan global. Et globalement, entre l'IRM ou l'arthroscanner, peu importe, l'intérêt de l'arthroscanner, c'est vraiment d'avoir le stock osseux dans le même temps. Voilà, mais le but, c'est d'étudier les tendons de la coiffe des rotateurs. Donc, voici l'arthroscanner de la patiente. Donc, ce qu'il fallait voir, donc, on est sur une arthrose évoluée. Donc, on voit qu'il y a une mise à nu complète de l'os sous-chondral. Donc, on n'a quasiment plus de cartilage. On retrouve donc la condensation en miroir. On voit même les petites géodes sous-chondrales sur la tête qu'on ne voyait pas d'un point de vue en radiographie. On remarque également que l'usure de la glène est centrale, c'est-à-dire que la tête est centrée dans la glène et que globalement, vous avez un stock osseux qui est satisfaisant. Et donc, deuxième question posée, donc y a-t-il une rupture de coiffe? Donc, on voit effectivement que les tendons sont globalement continus. Il est vrai qu'il y a un petit passage dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne qui probablement passe par l'intervalle des rotateurs. Globalement, dans les homarthroses centrées, la coiffe est, on dit, continent, c'est-à-dire continue. Il peut y avoir des petites ruptures focales, notamment du tendon de la jonction supra-infra-épineux. Mais là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une homarthrose centrée doit avoir une coiffe continente. Oui, c'est ça. Et alors, donc, ce qu'on veut, c'est évaluer l'os et la coiffe. Donc, si on fait un scanner qui n'est pas injecté, on fait scanner pour l'os, IRM pour la coiffe. Et sinon, arthroscanner permet d'évaluer les deux. Le scanner nous permet de classifier l'usure osseuse. L'homarthrose centrée peut être subluxante vers l'arrière. Rien à voir avec l'homarthrose excentrée. L'homarthrose excentrée, c'est une subluxation supérieure due à la rupture massive de coiffe. Dans l'homarthrose centrée, il peut y avoir une subluxation postérieure qui peut un peu changer notre indication. Donc, c'est Walsh qui l'a décrit avec des homarthroses qui ne sont pas subluxées en arrière, A1 comme ici, et A2, c'est une usure centrale. Des homarthroses avec une subluxation postérieure, B1, il y a juste une subluxation, il n'y a pas d'usure de glène, B2, il y a une glène qu'on appelle biconcave, comme ça, et B3, c'est tellement usé que ça a modifié la rétroversion de la glène. C, c'est une glène dysplasique, et D, c'est une particularité, c'est les homarthroses centrées sur rupture chronique du subscapulaire qui, elle, se subluxe vers l'avant. C'est rare, ça. Hein. Récemment, le scanner va nous permettre également de faire une planification scanographique tridimensionnelle si on décide de mettre une prothèse à la patiente. Alors, quel est le traitement idéal chez cette patiente? Je vous rappelle qu'elle a une homarthrose centrée, une infiltration, une acromioplastie, une prothèse humérale simple, une prothèse totale anatomique ou une prothèse inversée. Prothèse totale anatomique 62%, prothèse inversée 31%, infiltration acromioplastie.
Alors, acromioplastie, non. Ça, il n'y a vraiment absolument aucune indication. Infiltration, c'est le traitement médical de l'homarthrose. Donc là, c'est une prothèse totale anatomique qu'il faut lui mettre. Je vais vous la montrer après. L'infiltration, c'est le traitement médical de l'homarthrose et c'est Jean-Christophe qui va nous en dire un mot. Oui, alors très rapidement, le traitement médical. Alors ici, dans ce cadre-là, il est dépassé, mais sur des homarthroses un petit peu moins évoluées, en dehors de l'infiltration, quand les gens ont des douleurs permanentes et ces infiltrations qu'il faut de toute manière systématiquement réaliser sous guidage échographique ou radiologique, hein, puisque les études montrent que quand c'est fait sans ces guidages, presque une fois sur deux, on n'est pas au bon endroit. Donc, en dehors de ces infiltrations, il faut faire un petit peu de kinésithérapie pour apprendre aux gens à conserver les amplitudes et à faire un peu d'économie articulaire, à ménager l'articulation en portant moins de charge et en évitant les mouvements au-dessus de l'horizontale, c'est-à-dire au-dessus des épaules. On peut utiliser un peu les antalgiques type paracétamol ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens en dehors de leur contre-indication. Les anti-arthrosiques d'action lente peuvent un petit peu diminuer la sensibilité des épaules à la sollicitation. La chondroïtine sulfate, le sulfate de glucosamine, c'est des traitements de 3 mois, qu'on arrête un mois, qu'on reprend. Il n'y a pas franchement d'effet extraordinaire. Un des anti-arthrosiques actuellement à la mode, c'est le collagène marin. Pareil, il n'y a pas d'études. Voilà, c'est vraiment un petit peu adjuvant. Les autres types d'infiltration, comme l'acide hyaluronique, permettent un petit peu de conserver de la mobilité et de limiter les douleurs. Rien d'extraordinaire non plus, en particulier là, quand on a un effacement complet de l'interligne articulaire. Les PRP ont été peu étudiés dans l'épaule. Les PRP, je vous rappelle, c'est le plasma riche en plaquettes. On prend votre sang qu'on centrifuge et puis on réinjecte juste le plasma et les plaquettes. C'est censé avoir un effet chondroprotecteur et puis réparer un petit peu le cartilage. Mais enfin, je pense que c'est illusoire. Sur le genou, ça a donné une amélioration un petit peu supérieure de 6 mois sur les douleurs par rapport à l'acide hyaluronique. Il y a même des gens qui ont trouvé intéressant de regarder l'injection de toxines botuliques. Il y a quelques études en cours, mais ça ne donne pas grand-chose de très intéressant. Et encore une fois, dans ce cadre-là du cas clinique précis ici, on est au-delà du traitement médical. On a vraiment une indication en traitement chirurgical que tu vas nous réexpliquer maintenant, je crois. Oui, voilà. Donc, sur les arthroses débutantes, le chirurgien passe la main au rhumatologue ou au médecin du sport qui va faire un traitement médical. Chez cette patiente-là, alors elle peut avoir une infiltration. Hein, elle vous dit, par exemple, mais moi, là, j'ai un mariage dans 3 mois, je peux me faire opérer que dans 6 mois. On peut lui faire une infiltration. Ça peut la soulager, mais ce sera certainement temporaire et elle va revenir parce que les douleurs vont revenir. Le traitement, il est prothétique et c'est une prothèse totale chez cette dame-là parce qu'elle elle a 75 ans, je crois. La prothèse totale, donc on remplace les 2 versants articulaires, on met une boule, comme elle est anatomique, ça veut dire qu'on met une boule pour remplacer la boule humérale, et on met un implant plat sur la glène en plastique qui est là, avec 2 petits repères ici, il est cimenté dans la glène pour remplacer la glène. Ça, c'est très efficace, hein, que ce soit cette prothèse-là ou l'inversée d'ailleurs qui est en dessous, c'est très efficace sur les douleurs. Et ça permet de conserver la mobilité qu'on a, voire d'en récupérer parce qu'on a moins mal. Donc la prothèse humérale simple, on ne remplace pas la glène. C'est indiqué quand il n'y a pas de lésion cartilagineuse sur la glène, et donc c'est dans les ostéonécroses post-traumatiques ou drépanocytaires par exemple, ou alors c'est indiqué dans les arthroses exceptionnelles du sujet jeune, par exemple après une instabilité comme le cas numéro 1. Il y a des patients qui ont de l'arthrose à partir de 45 ans parfois, donc on peut commencer par une prothèse humérale simple pour se donner plus de marge après sur le stock osseux avec un changement. Mais à 75 ans, non, les prothèses totales ont un meilleur résultat que les prothèses humérales simples. Le métal vient frotter sur l'os et ça fait mal, hein, alors que là, l'indolence, elle est bonne. La prothèse inversée, c'est l'inverse. Hein, on met la boule sur la glène et on met la cupule sur l'humérus. Et ça, l'indication, c'est l'homarthrose excentrée dont on vous a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'arthrose sur rupture massive de coiffe. Donc, chez elle, c'est une prothèse totale anatomique qu'il fallait faire et qu'on a fait. Voilà, je vous remercie.